La rédaction vous présente ici son dossier audio Mystérieux chaman, accompagné de l'édito du rédacteur en chef, Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Le mystère est au cœur de nos existences et parfois, nous l'oublions. Dans les cultures autochtones, il existe pourtant des êtres qui dédient leur vie à pousser la porte des secrets pour réconcilier visible et invisible. Véritables figures institutionnelles au sein des peuples racines, les chamans déploient leur corps et ouvrent leurs esprits à des mondes extraordinaires, au quotidien et pour le bien-être de leur tribu. Grâce à la transe et à des états non ordinaires de conscience, ils témoignent de rencontres et d'énergies guérisseuses. Sont-ils face à des informations, face à des esprits ? Avec quoi ou avec qui dialoguent-ils ? À quelle réalité ont-ils accès ? Pourquoi cette intelligence cherche-t-elle à s'exprimer à travers eux ? Si une forme de néo-chamanisme fleurit en Occident, apportant un nécessaire retour du sacré, mais aussi une légèreté parfois inadéquate ou irrespectueuse de ces traditions, Inexploré vous invite cet été à remonter le fil de l'histoire afin de mieux comprendre ces mystérieux chamans, présents depuis les origines et source même de l'expérience mystique, celle qui précède toute forme de religion. Qu'ils soient en Mongolie, en Amazonie ou ailleurs, tous opèrent après plusieurs années d'initiation avec leurs outils, avec leurs spécificités et en parfaite adéquation avec leur cadre culturel. Pourquoi tout ce folklore ? Qu'apportent ces cérémonies à la communauté ? Enfin, la transe qui est aujourd'hui étudiée par la science apporte-t-elle des réponses sur nos capacités cognitives et thérapeutiques ? Si vous pensiez avoir découvert le plus vieux métier du monde dans le dernier numéro sur la géobiologie, voilà un nouveau magazine qui vient bousculer une nouvelle fois les certitudes et apporter quelques réflexions visant déjà à reconsidérer la diversité culturelle de notre planète, mais également à reprendre contact avec certaines forces qui nous dépassent et qui semblent parfois mieux savoir que nous le chemin à suivre vers l'harmonie. Lumineux trimestre à vous. Mystérieux chaman. Ils semblent avoir traversé les âges et on les retrouve dans la plupart des cultures traditionnelles autour du monde. Les chamans, toujours consultés aujourd'hui parce que détenteurs de savoir allant plus loin que la simple médecine, sont aussi prisés des Occidentaux. Faisant face à l'évolution de leur propre société et interpellant par leur puissance le monde occidental en mal de racines et de soins efficients, ils sont les médiateurs intemporels entre les humains, les mondes subtils et une nature bien concrète. Une origine récente et millénaire à la fois. Notion contemporaine empruntée à l'ethnologie, regroupant des pratiques ancestrales et multiples, le chamanisme connaît aujourd'hui un véritable engouement de la part d'occidentaux en mal de nature et en quête de sens. Mais quelles sont les origines de ce terme utilisé pour tant de cultures éparses ? Par Mélanie Chéreau. L'étymologie du mot chaman est aussi complexe que sa définition, l'origine même du mot n'étant pas certaine. Il existe plusieurs hypothèses. La plus répandue fait référence au chaman de la langue toungouse, parlée par quelques peuples de Sibérie, qui signifierait soit celui qui sait ou bien celui qui s'agite, évoquant sans doute des danses rituelles. Une autre piste, moins connue, relie le mot au sanskrit charmana qui désigne un moine errant. Ce flou dans l'origine étymologique montre bien la difficulté d'appréhender une notion protéiforme décrite à l'origine du XIXe siècle puis au XXe siècle dans des rapports d'observation d'ethnologues occidentaux. Ainsi, le chamanisme apparaît comme une notion au départ universitaire aux côtés du totémisme et de l'animisme qui est passé par le langage courant suite à son essor dans les années 1970. Il n'en reste pas moins que le chamanisme est un assemblage, une tentative de catégorisation ou de description de faits disparates, aux origines multiples, internationales et de multitemporalité.
Mais au-delà de ces particularités, il est forcément des points communs pour que le terme chamanisme ait fait son apparition. Un chemin humain universel de soins en reliance avec la nature et le subtil que nous allons étudier tout au long de ce dossier. Une notion d'anthropologue. Indéniablement, il y a autant de chamanisme que de régions sur Terre, associées pourtant aux peuples dits natifs ou premiers ou encore racines, autrefois injustement caractérisés sans histoire ou sans écriture. Des populations qui seraient restées connectées à leur héritage ancestral, mais sans histoire, en lien avec la nature et des méthodes de soins séculaires, transmis dans les familles de manière inchangée depuis des millénaires. Or, c'est un peu plus complexe que cela. Les sciences sociales peinent à définir les pratiques malgré tout spirituelles de ces peuples parce qu'elles échappent à la catégorisation tentante de religion qui doit comporter doctrine, liturgie, clergé. La spécialiste Roberte Amaillon rappelle aussi que pour brouiller encore plus les pistes, les chamans entremêlent à leur pratique des éléments des religions universalistes que sont le christianisme, l'islam ou le bouddhisme par exemple. En effet, de multiples régions ont subi le messianisme, pour ne pas dire une totale tentative de conversion. De manière habile et aussi par instinct de survie, le chamanisme dans de nombreux cas n'a semblé éprouver aucune difficulté à adopter les saints apportés et à les mêler aux esprits locaux. À noter également que partout ailleurs dans le monde, ceux que nous appelons chamans ont en général une autre appellation, souvent plus proche de la traduction de sorcier ou guérisseur ou encore devin. On reconnaît aussi les mots curandero ou medicine man, homme médecine pour les plus célèbres. Les premiers regards psychologiques. Les sciences sociales du XXe siècle utiliseront les études des peuples dits primitifs pour élaborer toutes sortes de théories ayant trait à la psychologie humaine, croisant le savoir issu de ces sociétés qui seraient les témoins de ce que l'humain aurait été autrefois et les connaissances de ce que nous serions maintenant. Sans juger de l'exactitude de ce postulat quelque peu ethnocentré et sans doute biaisé que la technologie et les plus avancées scientifiques feraient de nous des êtres plus contemporains que des sociétés restées traditionnelles, de nombreuses théories ont vu le jour. Ainsi, le célèbre psychanalyste Sigmund Freud a étudié les phénomènes chamaniques et en a conclu à l'époque que le chaman était en proie à des symptômes névrotiques dont les manifestations magiques relevaient de l'hystérie ou encore de délires psychotiques à tendance eptilétoïde. Pourtant, ces premiers travaux ont été faits grâce à l'hypnose, qui est de fait un état modifié de conscience afin d'obtenir des réponses, mais de l'inconscient et non pas d'un monde parallèle peuplé d'esprits. Son ancien collègue, devenu son principal adversaire théorique, Carl Gustav Jung, a de son côté élaboré de jolies pistes autour des mythologies collectives et de la cosmogonie sacrée qui relie les hommes et leur capacité à percevoir des réalités non ordinaires. Aujourd'hui, certains thérapeutes, héritiers de Jung, n'hésitent pas à recourir à des techniques proches de celles du chamanisme dans leur cure et utilisent le symbolisme des archétypes, sorte de mythologie occidentale, aidant à l'organisation des liens de souffrance dans la psyché. Par exemple, le psychiatre contemporain Olivier Chambon explique l'importance du rituel chez l'humain en affirmant que c'est ce qui va réaligner, remettre en résonance l'esprit, l'âme et la réalité ordinaire du corps et de l'ego. Le rituel est un rêve thérapeutique, et ce, quelle que soit la culture. La réhabilitation du sacré. Le grand historien et philosophe des religions qu'était le roumain Mircea Eliade a redonné un aspect plus spirituel et moins anthropologique à l'étude du chamanisme. Dans son ouvrage culte, première parution en 1951, il s'intéresse tout particulièrement au phénomène de la transe qu'il relie aux extases mystiques des religions monothéistes. C'est sans doute la caractéristique la plus commune à toutes les pratiques chamaniques, l'état modifié de conscience dans lequel entrent les chamans et parfois leurs clients afin d'obtenir des réponses à leurs questions et des voies à suivre, quelle que soit la méthode utilisée pour ce faire. La particularité de Mircea Eliade est sa recherche du sacré dans tout ce qui touche à l'humain. Il va créer de nouveaux vocables comme hiérophanie, manifestation du sacré, et hiérophante, prêtre qui explique les mystères du sacré. Le chaman en est un.
Avec ses outils d'analyse occidentale, il tentera de trouver les points communs universels des phénomènes chamaniques. Par exemple, il compare le chamanisme à une quête absolue d'un paradis perdu, établissant des correspondances entre la mort et la résurrection du chaman pendant ses initiations avec un retour à la vie fétale pour une renaissance mystique. Il établit ici une sorte d'universalité du mythe d'un temps avant la vie de souffrance que nous connaissons maintenant, que l'on retrouve dans de nombreuses croyances, ou le mythe de la chute hors du temps sacré que le chaman peut rejoindre ponctuellement, lui conférant crainte et admiration. Cependant, il appuiera également l'importance de l'étude des cas rattachés à la culture d'origine. On risque de méconnaître la véritable personnalité d'un chaman Tchouktch, par exemple si on lit ses exploits sans rien connaître de la vie et des traditions des Tchouktches, précise-t-il. Mais finalement, pour cet historien, le chaman transcende la mort puisqu'il est capable d'aller et venir entre les mondes. Il dépasse en cela la simple condition humaine et se transforme ainsi en guérisseur, messager, psychopompe. L'approche New Age. Les années 1960 et 1970 voient se développer un grand intérêt pour les spiritualités de tous horizons en Occident, car ce dernier se libère un peu des religions monothéistes et les voyageurs bénéficient de la démocratisation de l'avion. En écho à la guerre du Vietnam et au mouvement pacifique hippie aux États-Unis, les jeunes partent en quête d'un nouvel idéal. Beaucoup découvrent l'Inde et rencontrent la méditation ou bien restent sur les plantes psychédéliques en Amérique du Sud. Dans cette soif de connaissance d'un soi qui serait méconnu et le désir de compréhension d'un monde complexe, est apparue une curiosité pour le chamanisme. 2 figures magistrales y ont contribué. Le métis latino-américain Carlos Castaneda et l'américain Michael Harner. Le premier rédige un ouvrage qui deviendra culte lors de ses études anthropologiques aux États-Unis, sur le thème d'une initiation par un certain chaman, Don Juan Matus, dont le savoir est issu des anciens Mexicains et Toltèques. Même si les origines de ces travaux ont toujours été controversées et l'existence de ce chaman improuvable, ce qui est relaté dans les nombreux livres de Castaneda a marqué sa génération. Selon Don Juan, la connaissance chamanique avait pour dessein ultime de nous préparer à affronter le voyage définitif, celui que doit faire chacun de nous au terme de sa vie, raconte Castaneda dans son ouvrage éponyme « Le voyage définitif ». Pour cela, l'apprenti doit passer de nombreuses initiations et découvertes de son soi intérieur, de ses capacités cognitives immenses, notamment celle d'avoir accès à une réalité non ordinaire. Cet accès à un autre pan de vision de la vie, accessible en utilisant ou pas les plantes psychotropes, est ce qui a attiré le plus les Occidentaux et rendu mystique et merveilleuse l'initiation de Castaneda. Devenu le Nagal, l'héritier de la perception humaine des domaines inconnus. À sa suite, l'anthropologue américain Michael Harner, qui étudie les principes du chamanisme auprès des Amérindiens comme les Jivaros entre autres, mais aussi près des peuples d'Amérique du Sud, se met à pratiquer et s'initier lui-même. Il écrit ensuite un livre référence et crée une fondation corps chamanique afin de transmettre ce savoir aux Occidentaux. Partisan d'un chamanisme universel, pour lui, le travail chamanique est le même. L'esprit, le corps, le cœur et le corps humain sont les mêmes. Seules les cultures sont différentes. De très nombreux chamans ou pratiquants du chamanisme de Harner se sont formés depuis des décennies à ces enseignements. Qu'en est-il aujourd'hui ? De nombreuses civilisations continuent plus que jamais à avoir recours à leurs pratiques chamaniques, même si un peu partout elles ont subi les affres des avancées technologiques, de la médecine allopathique ou encore de la perte du savoir pour de multiples raisons. Le chamanisme conserve une utilisation vaste qui va de la simple consultation pour les maladies plus ou moins graves ou des problèmes de malédiction et de bénédiction jusqu'au chemin initiatique personnel. C'est souvent ce dernier trait qui attire les Occidentaux qui ressentent aussi le besoin de renouer avec la nature et des notions qui seraient ancestrales, même si cela relève souvent d'une utopie. Attirés par les substances entéogènes ou par l'envie de sensations fortes,
ces découvreurs se doivent d'être prudents, car même s'il existe de nombreux points communs entre les pratiques chamaniques et les humains en ayant besoin, la culture est aussi le ciment d'un individu. Il n'en reste pas moins que découvrir des réalités autres à des fins thérapeutiques ou spirituelles semble être un besoin occidental en développement. Parure magique et transactionnelle. Qu'il s'agisse du costume, d'instruments de musique, de figurines animalières ou humaines, aux quatre coins du monde, le chaman est équipé de ce que l'on nomme paraphernalia, un attirail propre à sa culture, ses fonctions et son identité. À quoi servent ces objets de pouvoir et dans quelle mesure contribuent-ils au rôle du chaman? Par Aurélie Aimé. Le chaman, choisi pour sa capacité à entrer en relation avec le monde des esprits, fait appel à des objets de pouvoir qui font partie intégrante du processus chamanique. Ils permettent d'accéder à l'état de transe, de guérir les maux de l'esprit et du corps, de prédire l'avenir ou la qualité des récoltes, assurant ainsi la protection de la communauté. Il peut arriver que le praticien fabrique lui-même son accessoire, auquel cas il peut être une étape de son initiation et correspondre à des visions qu'il a eues. Marie-Dominique Linder, grand-mère Maïngane, est reliée aux traditions nord-américaines. Un objet de pouvoir l'a amenée à la voie chamanique à l'aube de ses 40 ans. En voyage aux États-Unis, dans une boutique spécialisée, j'ai été attirée par un sac médecine. Mais au fond de moi, une voix m'a dit non, relate-t-elle. Le vendeur avec qui j'ai partagé mon désarroi m'a expliqué que j'étais une femme médecine et que je devais faire mon propre sac. Traditionnellement, cet accessoire doit être assemblé par le chaman qui y met des objets symbolisant les 4 éléments et les étapes marquantes de son parcours. Alors que le vendeur lui tend une dent de loup, la jeune femme apprend que le loup blanc est son animal totem et repart avec un morceau de cuir destiné à créer son objet de pouvoir. Une fois fabriqué, 2 rêves initiatiques viennent confirmer sa vocation. Dans l'un d'eux, j'étais démembrée, mes os réduits en poussière avec une horde de loups autour de moi, dont une louve blanche chantant sous la pleine lune. La nuit suivante, j'ai vu un Amérindien sortir de l'océan qui m'a annoncé « Je suis ton guide ». Cet ensemble d'objets magiques et sacrés est souvent considéré comme la continuité du corps du chaman, une manifestation dans le visible de l'invisible. L'anthropologue Laetitia Merli décrit dans un article laetitiamerli.com qu'il est co-construit avec les entités spirituelles et les divers contacts et communications engagées avec l'autre monde. L'objet n'est pas dissociable d'un parcours singulier, d'une narration qui met en scène le parcours initiatique du chaman, ses visions, ses rêves, ses ancêtres, ses souffrances. Le chaman anime littéralement, donne vie à l'accessoire auquel il est intimement lié. Une cérémonie permet d'amener l'esprit au sein de l'outil, de l'éveiller. Sans cette étape, il n'est qu'un objet banal, décrit Bola Bonstola, initié dans le chamanisme traditionnel népalais Yankri et qui porte la lignée de ses ancêtres depuis plus de 27 générations. Par ailleurs, l'objet ainsi animé aurait la particularité de se syntoniser avec le chaman. S'inscrivant dans sa continuité vibratoire, il lui permet d'ajuster sa posture. Marie-Dominique partage. La conque, un coquillage rituel, peut être dur à souffler. Le son qui en sort vient de notre canal central. C'est comme si nous y passions un goupillon. Mon travail est de pouvoir aider à désencombrer cet outil essentiel qui est mon corps. Et c'est là que je suis la plus juste et que se révèle l'enseignement. Un monde de symboles. Les objets employés revêtent une forte valeur symbolique. C'est le cas du bâton de parole amérindien qui permet de maintenir l'harmonie au sein des communautés autochtones, assurant que chacun soit entendu. Tenu dans ses mains par celui qui parle, il est orné de plumes, perles et peaux évoquant les qualités de certains animaux. Il évoque la rectitude intérieure, l'alignement de notre parole. La façon dont on le tient nous dit d'où l'on s'exprime, évoque nos énergies corporelles, spirituelles. Tenir un bâton, c'est se tenir dans sa rectitude, sa dignité, et c'est aussi une façon de trancher, nous dit Marie-Dominique Linder. Chez les médecins mènes américains, la pipe sacrée qui sert à fumer le tabac ou d'autres herbes odorantes tient une place centrale.
Elle symbolise le monde. Le foyer de la pipe incarne le féminin et le tuyau masculin. Le contact avec le grand esprit est représenté par la fumée qui s'élève et emporte les souhaits des membres présents à la cérémonie. En Mongolie, la cérémonie de la pipe à tabac est fortement liée aux valeurs de partage et d'hospitalité de ce peuple. Fumer ensemble matérialise le respect et amitié envers l'autre. Entre autres objets de pouvoir, le tambour est incontournable, notamment en Sibérie, au Népal ou en Amérique du Nord. Il permet de convoquer les esprits et d'effectuer nettoyage et réharmonisation. La peau tendue battue par le chaman émet des vibrations qui induisent les états modifiés de conscience. Au Népal, il est nommé Diengro et tient une place centrale, comme le partage Bola Bon Stola. Il est recouvert de peau de part et d'autre. Sur sa partie avant, représentant le principe masculin, se trouve la peau du cerf mâle, tandis qu'à l'arrière se trouve celle de la femelle, ce qui représente l'unité des opposés, sans lequel rien n'est possible. Par ailleurs, la poignée qui permet de le manier est ornée de divers symboles évoquant la création. Des serpents entrelacés émergeant des eaux, la lune et le soleil ou le trident qui représente le dieu Shiva. La tenue portée lors des cérémonies est considérée à elle seule comme objet de pouvoir. Très souvent, elle est composée de 3 parties, la coiffe, le pectoral et le cafetan, ornés de perles, plumes, dents d'animaux, plaques de métal et autres éléments. En Mongolie, illustre Laetitia Merli, c'est un accessoire, mais aussi une sorte d'armure qui les protège lors du voyage dans le monde des esprits. Avec la coiffe bordée de franges, l'idée est que les esprits ne connaissent pas le chaman qui peut s'y balader incognito. Au Népal, les vêtements du chaman sont blancs, décrit Bola Bon Stola. Cela représente à la fois la pureté et le féminin, l'esprit lunaire. La ceinture est de couleur rouge pour représenter le masculin, l'esprit solaire. Il ajoute qu'hommes et femmes portent tous deux cette robe blanche en référence au féminin primordial, associé au maternage nurturing et à la compassion. Là-bas, la tenue traditionnelle est souvent complétée de colliers de perles sacrées. Les malas permettent au chaman de contrôler sa pression sanguine durant la transe. Elles apportent la protection et soignent les souffrances. Les graines noires nommées Rita protègent le chaman des esprits malins. Enfin, le praticien porte des cloches qui l'aident à accéder à l'état de transe et participe au nettoyage subtil des lieux. Ainsi, la fonction symbolique incarnée par les vêtements varie-t-elle d'une culture et d'un individu à l'autre, comme en témoigne Marie-Dominique Linder. Lors de mes cérémonies, je porte une jupe longue qui me relie à la terre-mère et par son mouvement circulaire au Père-Ciel, aux étoiles et à l'univers qui tourne sans cesse. Rien n'est fixe, tout est impermanence. Une relation étroite avec le vivant. Le chamanisme, c'est être au cœur des lois naturelles du vivant, partage Marie-Dominique Linder. Les accessoires chamaniques sont souvent faits de morceaux d'animaux ou de végétaux renvoyant à leur esprit. La plume, par exemple, est omniprésente dans de nombreuses cultures. Elle est souvent liée au rituel d'ascension céleste et utilisée pour des pratiques de divination, l'aigle étant associé à la clairvoyance. L'Indien séminole Buffalo Jim explique dans La sagesse des Indiens d'Amérique: de tous les oiseaux, l'aigle qui s'élève le plus haut dans le ciel est le plus proche du Créateur, et ses plumes sont les plus sacrées d'entre toutes. Elles sont par ailleurs rattachées à la capacité de voyager dans d'autres mondes ou utilisées pour des purifications énergétiques. Pour certains peuples nord- et mésoaméricains, Iroquois, Mayas, Aztèques, la plume est reliée à la croissance végétale et utilisée lors des fêtes de solstice. L'anthropologue Lucien Lévy-Brulle, commentant les mythes d'Australie et de Nouvelle-Guinée, note qu'elles sont une apparence de l'oiseau. Sa peau, son corps, elles sont ainsi l'oiseau lui-même. S'en revêtir, en sucer ou en avaler une, c'est donc participer à l'oiseau. Et si l'on possède le pouvoir magique nécessaire, un moyen assuré de se transformer en lui. Au Népal, le chaman invoque quant à lui le pan, gardien du royaume de la mort, au travers d'une danse permettant à l'esprit d'intégrer le corps du chaman. Bola Bon Stola précise: l'œil présent sur la plume de l'animal symbolise l'idée de voir au-delà, d'aller au-delà. La peau, celle du tambour, de la maillotche ou de la renue, relie elle aussi à ce monde animal, comme le note Marie-Dominique Linder. Le tambour nous relie à l'histoire de l'animal, à ce qu'il a vécu, sa force. Chacun d'entre eux est porteur d'une symbolique.
Le chevreuil représente l'amour et la tendresse. Le bouc relie à Dionysos, dieu de la fête, du vivant, de l'irrationnel, à nos forces sauvages dont les forces sexuelles. Elle ajoute « La maillotche de Monhocher est faite d'un bois grugé par le castor. C'est un animal extraordinaire, un bâtisseur. Son énergie permet aussi de l'imiter, barrer un émotionnel trop débordant, tout comme le barrage le fait avec l'eau. » Enfin, si l'on doit considérer l'idée d'accessoires au sens large, au-delà des objets, hochets, pipes, tambours ou coiffes, au-delà des supports de rituels, huttes de sudation, roues de médecine, l'outil fondamental du chaman est sans nul doute son propre corps et sa qualité de conscience qui lui permettent de tenir son rôle d'intercesseur entre les mondes. Tour du monde des traditions. Si dans la littérature, le mot chaman a d'abord été réservé à une région de la Sibérie, il est aujourd'hui utilisé pour désigner des pratiques diverses de la part du monde, en Amérique, Afrique, Australie, Asie du Sud-Est et centrale, etc. Quelle réalité ce terme englobe-t-il aujourd'hui? Quel chamanisme rencontre-t-on d'un continent à l'autre? Par Aurélie Aimé. Les spécialistes s'accordent sur l'origine géographique du chamanisme qui, depuis la Sibérie, a essaimé de la Baltique à l'Extrême-Orient et aurait franchi le détroit de Bering avec les ancêtres des Amérindiens pour se propager sur le continent américain. Si on a su très tôt, dès le XVIe siècle, qu'une partie des attributions du chaman sibérien était partagée par d'autres populations, d'une manière générale, il faudra attendre la première moitié du XXe siècle pour que des formes de chamanisme soient identifiées en Asie et en Amérique d'abord, puis en Indonésie, en Océanie et plus récemment en Afrique. Pour pouvoir comprendre le chamanisme tel qu'il existe dans le monde d'aujourd'hui, revenons à sa définition. La fonction de chaman désigne au sens large un individu choisi par les esprits pour servir de médiateur entre les mondes humains et non humains. L'anthropologue Laetitia Merli explique que ce praticien a pour particularité de se mettre en contact avec le monde invisible qu'il enseigne. On y trouve la nature, le règne animal, végétal, minéral et ce monde autre dans lequel il y aurait des entités, ancêtres, entités de la nature, énergie, divinité, entités spirituelles plus grandes. Autour de lui, on construit un système de croyances, de représentations, de pratiques qui sont en lien avec sa capacité d'être en communication. Au sein même de certains continents se côtoient des réalités très variées, comme l'explique la spécialiste. Rien qu'entre la Mongolie, la Chine du Nord, la Sibérie, il existe beaucoup de chamanismes différents. S'il paraît donc difficile de vouloir établir une catégorisation figée suivant une réalité topographique, il est tout de même question de grands ensembles pour évoquer des pratiques spécifiques. Le nord de l'Amérique est la terre des médecins-mènes, dont certains rituels tels que la hutte de sudation ou la roue de médecine se sont beaucoup exportés. On y trouve des tribus parmi lesquelles les Lakotas, Navaros, Ojibwe, Sioux, Sénéca, qui englobent une grande diversité culturelle, comme l'illustre Laetitia Merli. Quand on parle avec un Navajo, il dira qu'il n'a rien à voir avec les Cheyennes et que leurs pratiques, langues et rites ne sont pas les mêmes. Une notion confirmée par l'ethnologue Marie-Françoise Guédon. Au sein du Pacifique Nord, chaque groupement humain s'est développé de façon relativement isolée, chaque vallée correspondant à une culture historique distincte. Cette dernière ajoute qu'en ce qui concerne par exemple l'emploi des masques rituels ou le rôle religieux des chefs, les ethnologues reconnaissent aujourd'hui une divergence considérable dans la nature même de traits qui peuvent n'avoir en commun que les termes dont nous nous sommes servis pour les comparer et les catégoriser. Dès que nous retournons à leur signification locale, ces catégories s'effondrent. L'idée du chamanisme englobe donc une infinité de réalités. Le chamanisme psychotrope désigne quant à lui l'utilisation de plantes sacrées telles que l'ayahuasca, le peyote, le tabac ou l'iboga pour accéder à un état modifié de conscience. D'après certaines traditions, l'esprit de la plante prise par le chaman ou par le client agit comme un véhicule qui mène à un ailleurs précis qui enseigne le chaman, le guide, permet des guérisons ou indique la voie à prendre. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera.
Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.